bienvenue sur la chaîne de la Vérité Divine pour une nouvelle vidéo sur le thème de l'adoption cette fois-ci. Cette vidéo est pour toutes les personnes ou les couples qui vivent une grossesse imprévue ou non désirée et qui envisagent de ne pas garder l'enfant ou en tout cas qui ne savent pas vraiment quoi faire. Elle est aussi destinée à toutes les personnes qui peuvent influencer des personnes dans cette situation de distress, à savoir la famille, les amis, mais aussi toutes les personnes dans une relation d'aide, les services sociaux, les administrations, etc., qui sont en contact avec ces personnes. Alors si vous pensez que l'avortement est encore une option pour vous et pour votre enfant, je vous recommande de prendre un petit peu plus d'informations avant de passer à l'acte d'avorter. Et aussi ce que je vous recommanderais, c'est de vous renseigner donc un peu plus sur ce sujet en étudiant les conséquences douloureuses qui sont irrévocables pour votre enfant et toutes les conséquences douloureuses pour vous-même. Alors, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous recommande de regarder la première vidéo des secrets de l'univers, dont le lien est ci-dessous, et en particulier la partie sur l'âme humaine et comment se passe l'incarnation. Et aussi, si vous n'avez pas encore vu, la série de 2 vidéos nommée donc sur l'avortement, donc nommée la vérité sur l'avortement. Cette vidéo traite du cas particulier du don d'enfants à l'adoption et en particulier dans le cadre légal français qui est similaire au cadre belge, donc du Code Napoléon. Bien sûr, chaque pays a sa propre législation et a ses propres règles, et donc ce dont je vais vous parler n'est pas forcément d'application pour d'autres pays. Et donc si vous êtes originaire d'un autre pays, eh bien je vous encourage à étudier le cadre légal propre à votre pays. Ceci dit, les informations générales partagées par rapport au cadre émotionnel de l'adoption sont valables pour tout le monde. Mais le cadre légal peut varier très fort. Voilà. Alors, c'est une vidéo à vocation informative, introductive donc sur le sujet, et qui en aucune façon n'est complète et n'est exhaustive, car c'est un sujet extrêmement complexe et étendu et vaste donc. Alors l'aspect émotionnel est rarement expliqué et bien compris dans notre société. Et souvent on justifie des choix, le choix douloureux d'avorter comme une solution. Et donc cet aspect émotionnel sera abordé aussi dans cette vidéo, et donc toutes les fausses croyances et les justifications que nous pouvons avoir pour prendre une telle décision pour éviter de garder l'enfant et pour avorter dans certains cas. Alors adopter un enfant étranger est généralement relativement bien perçu, même comme un acte charitable, alors que dans nos sociétés, donner un enfant à l'adoption est généralement jugé comme tabou et comme un acte d'abandon de l'enfant. Pour toutes sortes de raisons historiques et culturelles que je vais pas sur lesquelles je ne vais pas m'étendre maintenant, mais il y a clairement un manque d'information et d'éducation des parents au niveau de ce qu'est réellement l'adoption. Et aussi c'est en lien avec la procédure légale qui n'est pas forcément adaptée
et nous y reviendrons. Donc c'est un sujet très émotionnel, encore une fois, l'adoption, très aussi controversé, et voire dans certains cas violemment rejeté, pour les raisons que je viens de vous expliquer. Et même dans certaines administrations, voire services médicaux. Alors dans un article du journal La Libre Belgique, intitulé « Donner son bébé à la naissance » de Annick Ovin, du mercredi 7 avril 2010, je cite, la journaliste explique, il reste interview la responsable d'une association qui est une des deux associations légales en charge de placer des enfants à l'adoption. Et cette responsable dit, il reste des soignants, des équipes dans les hôpitaux ou dans les centres qui ne comprennent pas. Choisir de donner son enfant en adoption à la naissance, ça suscite toujours des réactions épidermiques. À tel point que dans certains plannings familiaux, l'ASBL Thérèse Vente ne peut pas déposer ses dépliants dans la salle d'attente. On leur objecte que ça ne sert à rien, de toute façon, la femme a déjà pris la décision d'avorter. Souvent, le choix présenté au couple ou à la maman enceinte se résume à ceci, ou bien vous le gardez, ou bien vous avortez. Le don à l'adoption est jugé comme un abandon et indigne d'une mère, d'une bonne mère. Et pourtant, rien n'est plus loin de la vérité. J'y reviendrai. Il y a toutes sortes de raisons historiques et culturelles qui ne sont pas fondées sur l'amour de soi-même et des enfants. Et beaucoup de fausses croyances, douloureuses, et de désirs égoïstes qui supportent ce système de croyances. Dans le monde, des dizaines de millions de femmes et de couples sont en détresse chaque année, chaque jour. Il y a des couples et des femmes qui sont dans cette situation de ne pas savoir quoi faire et qui décident d'avorter avec des grossesses, donc lors de grossesses non désirées ou imprévues. Ces personnes ont besoin d'être informées, conseillées et accompagnées pour prendre la meilleure décision possible pour elles-mêmes, mais également pour les enfants dans leur ventre. En France, il y a le cadre légal basé sur le Code Napoléon, qui est le fruit bien sûr de l'histoire et des excès et besoins du passé. Et puis il y a la réalité actuelle de 210 000 enfants avortés chaque année par donc interruption volontaire de grossesse et plus de 50 millions d'enfants avortés dans le monde, dont plus de la moitié non médicalisés où la vie de la maman est carrément mise en danger. Il y a toutes ces familles en détresse et la douleur que cela crée aujourd'hui dans le monde. Et puis, il y a aussi une réalité qui est plus belle à voir. Il y a aujourd'hui en France certains organismes d'adoption et des associations qui sont vraiment très actifs, qui sont investis et qui œuvrent pour informer et pour aider les femmes et les couples en détresse et aider les enfants à venir aussi, pour expliquer les options, pour accompagner les personnes dans leur choix tout au long de la procédure. Et ils font le maximum pour rendre cette procédure humaine, la plus douce et la plus bienveillante possible pour tous. Et je citerai plus tard un certain nombre de ces organismes que je vous recommande de contacter. Alors un petit rappel sur ce que nous avons vu dans les vidéos sur l'avortement. Nous avons vu la définition de l'avortement, que c'est une interruption d'une gestation ou interruption prématurée de la grossesse selon Wikipédia.
Et Webster ajoute avant viabilité du fœtus ou sa capacité à soutenir la vie. Nous avons vu qu'il n'existe pas un tel moment où un embryon ne peut pas soutenir la vie, car l'âme de l'enfant se connecte aux cellules du futur embryon au moment même ou tout juste après la conception. À ce moment-là, elle est hypersensible et ressent tout ce qui se passe dans son environnement. Nous avons vu qu'il y a donc plus de 50 millions d'enfants avortés volontairement, comme je viens de dire, mais aussi plus de 150 millions d'avortements spontanés, ce qu'on appelle spontanés, ou autrement dit, de fausses couches, qui se passent avant la 22e semaine d'aménorrhée, donc à partir de la fin des règles. Et encore bien plus d'enfants qui meurent si on tient compte des fausses couches qui sont ultra précoces. Donc cela fait en tout plus de 200 millions d'enfants qui meurent chaque année. Nous avons vu aussi que la religion a une certaine responsabilité dans les lourdes projections de jugement envers les personnes qui choisissent l'avortement. Et aussi dans le fait que les avortements se réalisent du fait qu'elles condamnent, et notamment la religion catholique, elle condamne les moyens contraceptifs, ceux-là même qui peuvent, dans un certain nombre de cas, empêcher des conceptions non désirées et donc ne pas aboutir à une grossesse qui peut déboucher, une grossesse non désirée qui peut déboucher évidemment sur un avortement. Nous avons vu aussi, nous avons parlé des raisons émotionnelles d'avorter et qu'elles sont vraiment uniques à chaque personne. Et deux exemples, nous avons vu deux exemples, et notamment un exemple très commun de la menace du compagnon ou du mari de quitter la relation si la femme ne choisit pas d'avorter. Au niveau de l'enfant, les douleurs physiques sont assimilées à de la torture lors d'un avortement qui peut être de nature mécanique ou chimique. Mais les douleurs émotionnelles sont encore bien plus profondes puisqu'il ressent un rejet total de son environnement. Et selon le moment où se passe l'avortement ou sa mort, et donc la profondeur de sa relation avec ses parents, eh bien l'enfant va pleurer pendant des mois et des mois sans interruption. Il va être pris en charge par des gardiens pleins d'amour et il va pleurer jusqu'au moment où il se sent dans une condition de supporter la vie. Mais il mettra encore souvent beaucoup plus de temps à développer un amour de soi et une estime de soi qui est complètement absente du fait de ce rejet qui est arrivé très très tôt, avant même sa naissance. Et donc nous avons vu ce qui se passe dans le monde spirituel pour le petit embryon avorté. Nous avons vu aussi les émotions qui créent les fausses couches des parents, et notamment donc qui sont en lien avec des désirs égoïstes de l'un ou des deux parents d'avoir un enfant pour d'autres motifs que faire un don d'amour, de donner son amour. Par exemple, par désir de se sentir bien, de se sentir mieux, de se sentir une bonne mère, ou le désir d'un père d'avoir un garçon à tout prix et qui rejette complètement un enfant féminin, ou de la haine projetée sur son partenaire, et l'enfant étant du même sexe qui ressent une telle haine et absence d'amour que l'âme ne peut plus rester connectée au corps physique. Et donc s'ensuit ce qu'on appelle dans notre société une fausse couche. Nous avons vu aussi l'effet du choix
d'avorter au niveau de l'âme, de la condition d'âme de la personne. Et comme le choix d'avorter est une condition sombre, similaire à celle d'un meurtrier, et qui est souvent influencée par une personne, un esprit et de fausses croyances, donc c'est la bonne chose à faire. Nous avons vu que l'avortement, dans un cas de viol, bien que compréhensible, ne prend pas en compte le fait que l'enfant n'a pas choisi d'être né d'un viol et qu'il a aussi droit à la vie. Nous avons vu que la responsabilité dans le choix d'avorter varie très fort entre, par exemple, à une extrême, la responsabilité totale d'un homme qui abuse et force sa femme à avorter, et la responsabilité totale d'une femme qui avorte en cachette derrière le dos de son compagnon, et aussi implique la responsabilité de la société dans son ensemble et de toutes les personnes et institutions qui influencent les personnes dans leur choix. Nous avons vu à propos de ce qu'on appelle le droit ou les droits des femmes à disposer de leur corps et à choisir, que la vie est en fait un cadeau de Dieu et que la vie n'est pas un droit. Et on oublie souvent que l'enfant a reçu aussi le cadeau de la vie, pas de ses parents, mais avant même de la conception, il a reçu le cadeau de la vie de Dieu, donc son âme a été créée, et que personne n'a le droit de retirer le cadeau de la vie à l'enfant. Nous avons vu également que le fait d'avoir choisi d'avorter peut être compensé de manière active par un désir, un remords et un désir de se repentir. Et nous avons passé en résumé le processus émotionnel par lequel on ressent du remords. Nous avons vu les questions à se poser quand on désire connaître les raisons émotionnelles, les peurs et les fausses croyances pour lesquelles on a choisi d'avorter. Donc les raisons à l'origine du choix d'avortement, pour ensuite pouvoir les ressentir émotionnellement et les libérer de manière telle que notre désir d'avorter n'est plus présent dans notre âme. Nous avons vu aussi que de grands groupes d'esprits présents autour de la Terre influencent fortement les femmes à avorter et créent un énorme préjudice, notamment auprès de jeunes femmes qui probablement ne prendraient pas cette décision. Et ce groupe d'esprits les encourage à ignorer leur conscience et à se détacher de leurs ressentis, de leurs émotions. Nous avons vu aussi qu'un autre gros problème est le déni de nombreux hommes de leur responsabilité dans le choix d'avortement de leurs femmes, et que ça a un impact énorme sur leur condition d'âme et notamment sur ce qui leur arrive au moment où ils rentrent dans le monde spirituel, car ils n'imaginent pas l'influence que ça a sur le lieu dans lequel ils se trouvent. Enfin, nous avons donné un certain nombre de conseils pour les femmes qui se trouvent dans une situation où elles hésitent à engager l'avortement, et comment le don à l'adoption est un choix d'amour pour une personne qui n'est pas en mesure ou ne désire pas prendre soin d'un nouveau-né. Enfin, nous avons vu un certain nombre de fausses croyances communes sur la conception, l'avortement et l'adoption, et dont par exemple celle que l'adoption est un abandon ou que l'enfant ne ressent pas de douleur au moment de l'avortement. Alors quels sont les objectifs de cette vidéo? Eh bien, c'est de vous inspirer à faire votre propre recherche personnelle et vos propres démarches personnelles au sujet de l'adoption en tant qu'alternative à
l'interruption volontaire de grossesse à l'avortement. Le deuxième objectif est de vous informer de tous les avantages de mener une grossesse à son terme, quitte à le garder ou le donner à l'adoption après l'avoir mis au monde. Troisièmement, vous faire prendre conscience que les raisons pour lesquelles une femme ou un couple décide d'avorter plutôt que de mener une grossesse à terme sont basées sur de la peur, ne sont pas la vérité et sont contraires à l'amour de l'enfant et de soi-même. Enfin, encourager au niveau global de la société à changer les mentalités, les fausses croyances et les jugements par rapport au don d'enfants à l'adoption, pour mettre fin au meurtre des enfants par l'interruption volontaire de grossesse. Alors, quel est le sommaire de cette vidéo? Nous allons commencer par voir qu'est-ce que l'adoption, la définition de l'adoption et qu'est-ce que l'adoption en général. Ensuite, nous passerons en revue nous passerons en revue d'abord une introduction aux lois, aux différents types de lois concernant l'adoption dans le monde et aux statistiques d'adoption au niveau international. Ensuite, nous verrons les statistiques d'adoption locales au niveau français en particulier. Puis, nous passerons en revue le cadre légal français et en particulier ce qu'on appelle l'adoption sous l'accouchement sous X ou en secret. Nous nous poserons la question au niveau de quelle est la meilleure alternative à l'interruption volontaire de grossesse ou l'avortement, garder ou donner son enfant à l'adoption. Ensuite, nous aborderons les émotions douloureuses en lien avec la grossesse non désirée, les émotions en lien avec l'avortement et les émotions en lien avec l'adoption. Ensuite, nous verrons en pratique comment donner votre enfant à l'adoption en France. Nous suggérons une liste d'associations d'aide aux femmes enceintes et aux couples en détresse dans cette situation de grossesse non désirée ou imprévue. Enfin, nous aborderons l'adoption ouverte et parlerons des perspectives futures d'adoption en Europe et ce qui est potentiellement réalisable par rapport à avoir un système légal d'adoption vraiment harmonieux et aimant pour toutes les parties. Voilà, j'espère que ce programme bien copieux vous intéresse et en tout cas nous allons commencer par aborder la définition, donc d'une manière globale, comment la société définit l'adoption et ensuite comment la France et donc les institutions gouvernementales définissent l'adoption. Alors pour le Larousse, l'adoption c'est prendre au terme d'un jugement, donc l'adoption implique un jugement pour fils ou fille, celui ou celle qui ne l'est pas naturellement, donc le parent. Wikipédia, en droit de la famille, l'adoption, du latin adoptare, étymologiquement ad optare, qui signifie à choisir, signifie donner à quelqu'un le rang et les droits de fils ou de fille.
Autrement dit, l'adoption est une institution par laquelle un lien de famille ou de filiation est créé entre l'adopté, généralement un enfant, et le ou les adoptants, son ou ses nouveaux parents qui ne sont pas ses parents de naissance. L'adopté devient l'enfant de l'adoptant par un lien de filiation et obtient donc des droits et des devoirs moraux et patrimoniaux. Historiquement, on recourait à l'adoption pour différentes raisons, et notamment pour chercher un héritier, pour avoir plus de mains pour travailler, pour reconstruire le pays après un effort de guerre et beaucoup de pertes de guerre, comme charité chrétienne, pour des enfants, reprendre des enfants abandonnés, comme adopter un orphelin. Au niveau des adoptions coutumières, et ça se passe encore, donc des dons d'enfants, et pour fonder une famille, et ça c'est quelque chose qui est courant dans les temps modernes. Alors quelles sont les formes d'adoption selon Wikipédia? Certains pays connaissent deux formes concurrentes d'adoption, comme la France, l'adoption simple et l'adoption plénière. Et nous verrons un peu plus loin ce qui les distingue. D'autres n'en connaissent qu'une seule, comme Haïti, qui est une de ces deux formes. L'adoption peut être dite ouverte ou bien confidentielle. Tel est le cas de la France. Et elle peut être définitive ou révocable. Et cela, nous le verrons plus tard, que ça dépend de la forme d'adoption choisie. Ce principe de rupture du lien de filiation d'origine existe notamment en France, en Belgique, aux États-Unis et au Canada. Alors, quel est le cas de la France, qui est similaire à la Belgique puisqu'ils sont basés tous les deux sur le code Napoléon? Eh bien, le site adoption.gouv.fr, dans un article Qu'est-ce que l'adoption explique ceci. L'adoption, c'est la rencontre de deux histoires. C'est aussi une histoire à écrire avant l'accueil de l'enfant et ensuite au quotidien avec lui. Une histoire d'amour et de patience. C'est assez joli, hein? Les démarches entreprises chaque année par plus de 8000 personnes peuvent parfois être complexes à réaliser et à vivre. L'adoption internationale présente parfois sur ce plan des difficultés spécifiques. Nous le verrons plus loin. Pour que votre volonté de composer une nouvelle famille se concrétise dans les meilleures conditions possibles, il est impératif d'être bien informé et préparé aux réalités de l'adoption. Le premier objectif de l'adoption est de donner des parents à un enfant qui n'en a pas. L'enfant, privé de milieu familial, est confié à des parents adoptants en vue de former une famille. L'adoption est une mesure de protection de l'enfance. Toute adoption est la rencontre entre un enfant qui n'a pas ou plus de famille susceptible de le prendre en charge et des adoptants qui expriment le désir d'en prendre soin, d'être parents. L'adoption répond donc à la fois à l'attente légitime pour un enfant d'avoir une famille et au souhait pour l'adoptant de consacrer son affection, son amour, de donner son amour à un enfant. L'adoption crée un lien de filiation établi par la décision d'une autorité, ici encore, donc il y a une décision légale, donc d'un juge ou d'une administration. Deux types d'adoption sont donc reconnus en France, l'adoption plénière et l'adoption simple. Alors quelle est la différence?
L'adoption plénière consiste à substituer un nouveau lien de filiation au lien de filiation existant entre l'enfant adopté et sa famille d'origine. Donc le lien de filiation d'origine est donc supprimé, sauf en cas d'adoption plénière de l'enfant de son conjoint. L'adoption plénière est irrévocable. C'est l'adoption classique qui se produit pour les enfants donnés à l'adoption ou abandonnés en France, qu'on appelle aussi les pupilles de l'État, et nous y reviendrons. L'autre type d'adoption est l'adoption simple, qui crée un nouveau lien de filiation entre l'adoptant et l'adopté, mais elle ne supprime pas le lien de filiation original entre l'enfant et ses parents d'origine. Ce type d'adoption, donc les deux liens de filiation coexistent, et c'est un type d'adoption qui est révocable. Généralement, ce type d'adoption est utilisé particulièrement entre époux pour adopter, lorsqu'on désire d'adopter l'enfant de l'autre. Alors, qui peut adopter? Donc la loi définit vraiment clairement qui peut adopter. Si vous êtes sensible aux situations de bébé et souhaitez encourager l'adoption plutôt que l'avortement, vous pouvez peut-être vous aussi adopter un bébé qui n'a pas de famille et le prendre en charge, ou je dirais un bébé qui est né d'un couple ou d'une personne seule qui n'a pas la possibilité ou le désir d'en prendre soin. En France, l'adoption est ouverte à toute personne âgée de 28 ans minimum, qu'elle soit mariée ou non, qu'elle vive seule ou en couple, qu'elle soit homosexuelle ou hétérosexuelle. Elle est aussi également ouverte aux époux non séparés de corps, qui sont mariés depuis plus de 2 ans ou âgés tous les deux de plus de 28 ans. Tout candidat à l'adoption, qu'il soit français ou étranger, résidant en France, qui souhaite accueillir en vue de son adoption un pupille de l'État, donc un de ses enfants qui est donné à l'adoption par ses parents, ou un enfant orphelin. Et il y a encore d'autres types de cas, et nous y reviendrons parmi les pupilles de l'État. Donc, toute personne candidat qui souhaite accueillir en vue de son adoption un pupille de l'État ou un enfant étranger doit préalablement obtenir un agrément délivré par le président du Conseil général après un avis d'une commission d'agrément. Donc ça doit passer devant une commission. L'agrément est également exigé en cas d'adoption intrafamiliale, à l'exception de l'adoption de l'enfant de son conjoint. Alors, tous les détails pour demander un agrément et adopter un enfant français ou étranger, et une liste des coordonnées des conseils généraux se trouve sur le site très bien documenté du gouvernement www.adoption.gouv.fr. Aussi, tous les détails de procédure d'adoption se trouvent sur www.service-public.fr/particulier/vos droits/N133. Alors, je voudrais vous faire un petit aparté sur les enfants à besoins spécifiques. Donc vraiment clarifier de quoi s'agit-il, puisque toute une série d'enfants appelés à besoins spécifiques sont donnés ou sont disponibles à l'adoption et cherchent et ont besoin d'une famille et de parents qui les aiment. Alors dans le vocabulaire de l'adoption, un enfant
grand et ou avec un problème de santé, victime de violences physiques ou sexuelles, mais aussi un enfant en fratrie, c'est-à-dire qu'il a des frères ou sœurs et sœurs biologiques, sont qualifiés d'enfants à besoins spécifiques. Vous voyez que ça couvre quand même des choses assez diverses. Donc problème de santé, victime de violences de parents violents, physiquement ou sexuellement, ou des enfants qui ont en fait des frères et sœurs. Donc un enfant, et aussi un enfant grand. Donc la question de l'âge est aussi prise en compte. Donc les enfants qui sont plus âgés sont généralement plus difficile à trouver des parents. Bien sûr, au niveau santé, il y a des enfants qui se trouvent dans des situations très légères et d'autres où il y a carrément une hypothèque sur le pronostic vital et donc des situations de très bénignes à des handicaps sensorimoteurs très lourds. Si en France le besoin spécifique est en général bien défini, dans de nombreux pays étrangers, il faut savoir qu'il n'y a pas les moyens pour fournir un dossier médical précis et étayé. À noter que les postulants prêts à adopter des enfants à besoins spécifiques ont intérêt à déposer une demande dans plusieurs départements. Ils peuvent également s'adresser à ERF, ce qui signifie Enfants en recherche de famille. Et ce service est créé par EFA, qui signifie Enfance et Famille d'Adoption. EFA est une fédération d'associations départementales d'adoptants et d'adoptés majeurs. Donc ils regroupent un grand nombre d'associations. Et donc ils ont créé l'association qui s'appelle Enfants en recherche de famille, pour aider les enfants à trouver une famille. Donc si vous souhaitez adopter des enfants spécifiques, vous pouvez contacter ERF donc EFA, qui a créé ce service ERF, fait un travail essentiel pour ces enfants, en informant, en préparant et en accompagnant des candidats pour l'adoption d'enfants dits à besoins spécifiques, en tenant un jour un fichier de parents potentiels et en proposant des familles aux différentes ASE. Donc c'est le service d'aide sociale à l'enfance, qui est un service non personnalisé du département, qui relève du président du conseil général, et auprès de qui en général les enfants donnés à l'adoption sont pris en charge. Cette fédération propose des familles aux différentes ASE qui sollicitent le service ERF pour un de ces enfants. Alors, quelles sont les lois et statistiques au niveau de l'adoption dans le monde, l'adoption internationale? Alors, de nos jours, sur 200 États reconnus par l'ONU, 170 pays autorisent l'adoption. Donc 30 pays n'autorisent toujours pas l'adoption, et qu'elle soit internationale ou nationale. Plusieurs conditions peuvent être remplies et sont parfois variables. 100 États, par exemple, permettent aux célibataires d'adopter, tandis que 15 ne le permettent qu'aux couples mariés. Et 80 États ne permettent l'adoption qu'au-delà d'un âge minimal. Dans 30 États, l'adoption internationale est interdite. Parmi eux se trouvent une vingtaine de pays de droit islamique, soit la plupart des pays à majorité musulmane du monde, excepté l'Indonésie, la Turquie et la Tunisie. L'interprétation majoritaire des versets 4 et 5 de la sourate
33 du Coran interdit de modifier la filiation des enfants pris en charge par des majeurs autres que leurs parents d'origine. Donc on ne peut pas transmettre ou créer un nouveau lien de filiation. Donc c'est le principe du kafala, qui est plutôt que l'adoption dans ces pays, c'est une délégation d'autorité parentale qui cesse à la majorité de l'enfant, et donc le lien de filiation avec la famille d'origine est préservé. C'est un principe assez intéressant et j'y reviendrai. Alors qu'est-ce qui se passe au niveau des adoptions internationales, qui sont un peu plus communes? En fait, le nombre d'adoptions internationales de mineurs dans le monde est passé d'environ 2500 par an au niveau mondial pendant les années 50-60, donc très peu, à plus de 40 000 par an au milieu des années 2000, et encore à plus de 40 000, oui. Et ensuite a commencé à diminuer. Et en 2010, il s'est établi environ à 30 000, et je crois qu'il est encore un peu plus bas aujourd'hui. 30 000 adoptions internationales par an. En 2003, 70% des adoptés internationaux sont originaires de l'un de ces 10 pays qui émettent le plus grand nombre d'adoptés internationaux. On retrouve parmi ces pays, on retrouve la Chine, la Russie, le Guatemala, l'Ukraine et la Corée du Sud. A l'inverse, parmi les pays qui adoptent le plus grand nombre d'adoptés internationaux, on retrouve les États-Unis, la France, l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne. À eux trois, les États-Unis, la France et l'Espagne adoptent le plus. En fait, plus des 2/3 des adoptés internationaux sont adoptés par ces trois pays. Au contraire, certains pays, tels le Portugal, le Royaume-Uni et le Japon, adoptent très peu à l'international, puisqu'ils adoptent à eux trois seulement 2% des adoptés internationaux. Alors, l'adoption internationale a augmenté très fort jusqu'au milieu des années 2000, et puis elle a commencé à baisser, pour deux raisons principales. Premièrement, la Convention de l'Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, ouverte à la signature en 1993, a aujourd'hui été signée par environ 90 pays, dont la France en 1998. Cette convention de l'Haye, elle stipule qu'il est préférable, dans l'intérêt supérieur de l'enfant, que les enfants soient adoptés par des proches de leur famille ou par des nationaux. L'adoption internationale devrait être appliquée en dernier recours. Donc on encourage l'adoption locale depuis les années 90 ou la fin des années 90 en France. Et pourtant, on n'en voit pas encore grand-chose. Nous y reviendrons. La deuxième raison majeure est que cela s'explique par des raisons plus structurelles, démographiques et socio-économiques. Tout d'abord, il y a la baisse de la mortalité et la hausse du niveau de vie de pays traditionnellement d'origine des adoptés internationaux, tels la Chine, la Russie, le Guatemala, l'Ukraine et la Corée du Sud, qui, donc de ce fait, réduit le nombre d'orphelins qui sont susceptibles d'être adoptés. Deuxièmement, il y a une plus large diffusion de la contraception et de l'interruption volontaire de grossesse et l'atténuation du stigmate associé aux naissances dites illégitimes. Donc tout ça réduit le nombre de naissances non désirées et donc d'enfants abandonnés disponibles pour l'adoption. Enfin, la hausse du niveau de vie permet au pouvoir public de développer des politiques sociales et familiales d'aide aux mineurs orphelins ou abandonnés, ce qui conduit aussi un plus grand nombre de couples stériles à demander d'adopter des enfants. Donc développement de l'adoption locale. Donc une bonne nouvelle pour nos enfants qui peuvent grandir dans leur pays de naissance. Enfin, un autre élément qui aggrave cette baisse d'enfants adoptables à l'international est que plusieurs décisions politiques et juridiques ont été prises. Par exemple, la Chine
Elle exige, pour confier un de ses enfants à l'adoption internationale, que l'enfant soit adopté par un couple hétérosexuel, marié, ayant obtenu le baccalauréat, travaillant, et que le couple ne souffre pas d'obésité pathologique. Donc évidemment, ça réduit le nombre d'agréments de personnes qui satisfont à toutes ces conditions. Concrètement, en France, à combien s'élève le nombre d'adoptions internationales? Eh bien, en 2016, il y a eu on a accordé des visas d'adoption internationale à 953 enfants. Source des statistiques 2016 du ministère des Affaires étrangères. Alors, quelles sont les statistiques d'adoption locale en France? Alors voici les chiffres qui viennent de l'Observatoire national de protection de l'enfance dans son rapport annuel du 31 décembre 2016 sur la situation des pupilles de l'État. Donc l'Observatoire national de protection de l'enfance qui est abrévié sous le nom de ONED. Alors en 2016, 646 enfants sont nés sous le secret, ou donc de naissance sous X, et 439 enfants ont été confiés en vue de l'adoption au courant de l'année 2016. 439 enfants. Il y a eu 793 jugements d'adoption d'enfants français en 2016, dont 10 d'enfants confiés à l'adoption la même année. Par rapport à ces chiffres, je vous rappelle qu'il y a 212 000 IVG par an, donc interruption volontaire de grossesse, par rapport à 793 adoptions. D'autre part, sur les 999 enfants confiés en vue de l'adoption à charge de l'État, donc les pupilles de l'État au 31/12/2015, 71% sont adoptés durant l'année 2016, donc 712 enfants. Donc une grande majorité d'enfants sont adoptés très rapidement. Il y a eu aussi 14 070 agréments d'adoption. Il y avait 14 070 agréments d'adoption en cours de validité au 31/12/2016. Donc 14 070 foyers qui étaient validés pour adopter. Il y a eu 4 323 nouvelles demandes d'agrément d'adoption en 2016. Dont 3235, donc 75%, ont été accordés dans l'année. À noter que les agréments demandés sont en forte diminution. Donc pas seulement les adoptions internationales, mais les demandes d'agrément, et c'est probablement en lien avec le fait que la procédure est compliquée et qu'il y a de moins en moins d'enfants à adopter. Eh bien, en 2010, il y avait 9060 personnes qui avaient formulé une demande, c'est-à-dire plus du double. Et 6073 personnes avaient obtenu l'agrément. Donc, on offre, on a plus de chances d'avoir un agrément aujourd'hui, vu qu'il y a beaucoup moins de demandes. Aujourd'hui, il y a 3/4 des demandes qui ont été accordées, alors qu'à l'époque, c'était plus ou moins 2/3. Et en 2010, nous avions 24 702 candidats agréés qui étaient dans l'attente d'un enfant. Par rapport à 14 070 en 2016, 6 ans plus tard. Donc ça s'est réduit drastiquement le nombre de demandes. 1000
1157 enfants ont été admis au statut de pupille de l'État en 2016. Donc c'est des enfants qui ont été remis à l'ASE, à l'aide sociale à l'enfance, avec ou sans filiation, orphelins, abandonnés, ou à la suite d'une décision de justice de retrait de l'autorité parentale. Parmi ces 1157 enfants admis au statut de pupille de l'État, 54% des enfants admis avant leur premier anniversaire ont été placés dans une famille en vue de leur adoption ou adoptés au cours de l'année civile, au cours de l'année même, tandis que 18% ont réintégré leur famille de naissance. Donc en fait, il y a 18% qui sont réintégrés leur famille, vous voyez, qu'on a repris, que les parents ont repris. Et donc en total, il y a 72% de ces enfants qui ont trouvé une famille l'année même. Pour les enfants admis âgés de plus de 10 ans et plus, donc c'est plus compliqué, les proportions sont respectivement de 5% seulement des enfants qui ont été placés dans une famille en vue de l'adoption et 8% au lieu de 18% qui ont été réintégrés dans leur famille de naissance. Le statut des pupilles de l'État au 31 du 12 2016. En fait, il y avait en tout 2626 enfants qui bénéficiaient du statut de pupille de l'État au 31 décembre 2016, dont 45% suite à une décision judiciaire, c'est-à-dire 40% d'enfants délaissés par les parents pendant plus d'1 an. À ce moment-là, il y a une décision judiciaire et ils deviennent pupilles de l'État, et 6% suite à des décisions judiciaires de retrait d'autorité parentale. 44%, dont 33% en fait d'accouchements sous le secret, donc 33%, un tiers de ces 2626 enfants sont des accouchements sous le secret ou enfants trouvés dans un lieu public, et 11% sont remis expressément à l'ASE par un ou les parents, ce qui est aussi possible évidemment. Et enfin, il y a 10% d'orphelins. Sur les 2626 enfants pupilles de l'État, à fin 2016, 982 enfants sont confiés en vue de l'adoption, c'est-à-dire 37%, 1217 sont non confiés à l'adoption, mais vivant en famille d'accueil, c'est-à-dire 46%, et 16% vivent en établissement ou dans leur famille naturelle ou chez un parrain. Par comparaison, donc en France nous avons 210 001 IVG pour seulement 793 adoptions. Eh bien en Belgique, nous avons environ en 2011, ce sont les derniers chiffres, 20 000 IVG pour juste 46 enfants adoptés. Et ou 35, qui est le dernier chiffre que j'ai trouvé en 2013. Donc pratiquement rien par rapport à l'ensemble des enfants qui sont tués chaque année. Alors que les couples ont des difficultés à adopter à l'international, nous continuons à tuer nos propres enfants dans nos pays.